la une, le représentant résident du Fonds monétaire international Alain Feller est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il a fait ses adieux au vice-président Daniel Cablon-Duncan. L'avenir du pays a été évoqué par les deux personnalités. La Banque centrale populaire du Maroc octroie 66,7 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce prêt va servir à financer la modernisation des infrastructures routières du pays. En sport football, après 29 années passées à la tête de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou a cédé sa place au Malgache Ahmad Ahmad ce 16 mars 2017 à Addis Abeba. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Il est allé faire ses adieux au vice-président de la République, Alain Feller. Le représentant résident du Fonds monétaire international est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le représentant du FMI a fait part de sa confiance en l'avenir du pays lors de ses échanges avec le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Hamza Diaby. En fin de mission, en Côte d'Ivoire, le représentant du FMI, Fonds monétaire international, est venu faire ses adieux au vice-président de la République et à travers lui au peuple de Côte d'Ivoire. Selon l'économiste Alain Feller, sa collaboration professionnelle avec le pays a été fructueuse. J'ai eu l'honneur d'être reçu par monsieur le vice-président. J'ai été venu pour lui faire des respectueuses salutations d'au revoir, parce que mon mandat en tant que représentant résident du Fonds monétaire pendant 3 ans arrive à son achèvement. Particulièrement, nous avons une relation très suivie, en particulier quand monsieur le vice-président était Premier ministre et ministre de l'économie et des finances et du budget. Une collaboration très étroite et fructueuse. C'est en 2013 qu'Alain Feller a pris fonction à la représentation du Fonds monétaire international à Abidjan. Primature à présent, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec 3 délégations internationales. Ce sont la Banque centrale populaire, l'Organisation internationale du cacao et l'Union postale universelle. Lansine Bakayoko. Leader au Maroc sur le marché des petites et moyennes entreprises, la Banque centrale populaire entend développer aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire le financement de la création d'entreprises. À l'audience avec Amadou Gon Coulibaly, le directeur général a fait 3 annonces. La première concerne l'augmentation du capital du groupe Banque Atlantique de quelques 100 millions de dollars qui va être effective dès le mois prochain. Et la deuxième opération, c'est celle qui a trait au financement d'une infrastructure routière en Côte d'Ivoire de 70 milliards de francs CFA. Et la troisième annonce a trait à une ligne de financement de 40 millions d'euros pour le financement de tout ce qui concerne le commerce international. La deuxième audience a été accordée à l'Organisation internationale du cacao, ICCO. Le chef de la délégation a fait le point de la délocalisation du siège de l'institution à Abidjan. L'organisation en Côte d'Ivoire, pour nous, représente un peu un retour à la maison. Nous estimons que la Côte d'Ivoire, en tant que premier producteur de cacao au monde, représente l'endroit idéal pour l'organisation de se situer et à partir duquel endroit il peut donc entreprendre des initiatives. La troisième délégation a été celle de l'Union postale universelle. À sa sortie d'audience, le directeur général a expliqué que les échanges étaient relatifs à l'organisation du prochain congrès de l'Union postale universelle prévu en 2020. Notre premier rôle est de venir ici, de discuter, de rencontrer les dirigeants pour savoir comment développer le rôle du secteur postal en Côte d'Ivoire. Le rôle de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à cette reconnaissance de notre part, mais elle est reconnue sur le plan international, puisque les 192 pays membres de l'Union postale universelle ont décidé que le congrès postal universel 2020 se réunirait ici à Abidjan en Côte d'Ivoire. Toutes ces institutions se sont félicitées du retour rapide de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations stables et de son niveau de développement. Un mot d'infrastructure, 66,7 milliards de francs CFA. C'est la somme que la Banque centrale populaire du Maroc a prêtée à l'État ivoirien. Ce montant va permettre de financer la modernisation des infrastructures routières du pays. Une convention de financement a été signée à cet effet. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui.
En l'espace de mois, c'est le deuxième prêt accordé à l'État ivoirien par la Banque centrale populaire du Maroc. D'une valeur de 66,7 milliards de francs CFA, ce financement est destiné à la modernisation de 2 infrastructures routières, notamment l'axe Gagnoa-Yabayo long de 79 km et l'axe Agboville-Tomassé long de 45 km. L'objectif est d'accompagner le développement dans la zone et aujourd'hui plus spécifiquement en Côte d'Ivoire. L'accord de prêt a été conclu à la faveur d'une rencontre économique portant sur la problématique de la mobilisation de l'épargne et des capitaux pour un développement durable en Afrique de l'Ouest et du Centre. Tous les acteurs du secteur financier sont unanimes. De nouvelles approches s'imposent. Il faut que le marché soit suffisamment intégré. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un très bon marché secondaire. Le marché secondaire qui permet aux détenteurs de titres de pouvoir les céder, avoir la liquidité et puis faire d'autres investissements. Il faut également faire en sorte qu'il y ait la culture financière pour permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir s'intéresser aux titres publics. Quand vous faites un investissement, les gens ont besoin de savoir quelle est l'opportunité d'investissement, quel est le retour sur investissement qu'ils devaient espérer et quel est le risque qu'ils prennent. Mais s'il n'y a pas d'informations disponibles de qualité, à jour et fiable, ce serait difficile de prendre des décisions d'investissement. Entre 1998 et 2016, ce sont 3 250 milliards de francs CFA qui ont été levés par les États sur le marché financier régional. La Côte d'Ivoire a elle seule capté 66% de ce montant, soit 2 170 milliards de francs CFA. Ce reportage est signé Mama Traoré. En santé, 2017 a été décrétée année de la vaccination et de l'hygiène en milieu hospitalier. Le ministre de la Santé a annoncé à Yamoussoukro l'introduction du vaccin anti-rotavirus dans la routine de vaccination. Ce vaccin prévient la diarrhée chez l'enfant. Alexis Ouedraogo. Ce matin, Véronique Atlepa, présidente d'une association de femmes à Yamoussoukro, elle tient à ce que tous ses membres participent à la réunion sur la place publique. À l'ordre du jour, l'introduction du vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Je veux que les femmes partent pour aller écouter les enseignements, écouter ce qu'ils vont leur dire par rapport aux enfants. Selon l'OMS, chaque année, près d'11 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde meurent. La diarrhée reste la deuxième cause de cette mortalité. 10 heures, la cérémonie démarre. Véronique et ses amis sont attentives. L'antirotavirus est désormais introduit dans les routines de vaccins. La Côte d'Ivoire est le 38e pays africain à en avoir pris la décision sur le continent. C'est un vaccin extrêmement important et vous savez que la diarrhée est une des causes de mortalité des enfants. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, à partir de ce jour, tous les enfants ivoiriens seront préservés de la diarrhée. Sont concernés par l'opération les enfants de 0 à 11 mois. Et pour que le message passe bien auprès des populations, la ministre a rencontré le corps préfectoral pour une communication de proximité. Présent au nom du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État Jeannot Kouadio-Aoussou a exhorté le corps préfectoral à s'approprier cette mission. Nous voulons donc continuer à exhorter les populations ivoiriennes à accompagner ce vaste programme du gouvernement afin que les objectifs du développement durable ODD puissent être atteints. Jeannot Kouadio-Aoussou a par ailleurs annoncé pour les conseils régionaux un appui aux préfets, une nouvelle saluée par ces derniers. Nous allons, dès notre arrivée dans nos circonscriptions, sensibiliser les populations pour que cette vaccination puisse apporter le bien-être aux enfants de Côte d'Ivoire. Le rotavirus est un germe qui se répand facilement. Son vaccin permet de protéger les nourrissons. Chaque année depuis sa création, il a prévenu un peu plus de 2 500 000 cas de décès. Parlons emploi jeune, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a abrité aujourd'hui le lancement du Salon de l'emploi direct 2017, une plateforme pour donner la chance aux jeunes demandeurs d'emploi d'en trouver. Ces jeunes ont échangé avec le ministre Ahmed Bakayoko. Eric Gori. Le ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en plein cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny, une communion totale entre lui et les étudiants. Il est allé les rassurer de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'offrir des emplois aux jeunes. C'est en personne qu'il s'est rendu au Salon de l'emploi direct 2017. Dans son adresse, Ahmed Bakayoko a invité les jeunes à se faire former dans les domaines où ils se sentent le mieux
pour pouvoir facilement s'insérer dans le tissu socio-économique, tout en leur demandant de s'impliquer par leur comportement à maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Bien choisir, c'est très important et je pense que ceux qui doivent être les plus grands demandeurs de stabilité et de paix, ce sont les jeunes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des grosses crises, c'est des grandes opportunités pour des générations de jeunes qu'on sacrifie. Le Salon de l'emploi direct est à sa 2e édition, une initiative de l'agence Emploi Jeunes. Selon le ministre Sidi Touré, ce salon est le mieux indiqué pour régler le problème de la formation et de l'insertion des jeunes. Il a noté qu'en 2016, plusieurs milliards ont été dégagés par le gouvernement pour appuyer les jeunes dans la création d'emplois. 12 000 d'entre eux ont vu leur projet financé. Cette année encore, d'autres jeunes vont bénéficier de formations, d'orientation et d'emploi. D'autres jeunes en quête d'emploi préfèrent passer pour leur part les concours administratifs. Les compositions pour la session 2017 sont prévues en septembre prochain. Les inscriptions se tiennent du 17 mars au 19 mai. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé officiellement ces concours. Grâce Kandou. C'est parti pour les concours administratifs session 2017. Les compositions démarrent du 9 au 30 septembre prochain. Face à la presse ce jeudi, le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a procédé au lancement officiel. Plus de 9000 postes budgétaires sont à pourvoir pour cette année. Les concours à grand tirage, c'est demain, vendredi le 17 mars, que les candidats pourront s'inscrire en ligne. L'année 2016, concours, globalement, ça s'est bien passé. Avec la déconcentration, on l'a faite dans 6 régions. Cette année, pour 2017, nous poursuivons sur 17 régions, donc 11 nouvelles régions qui vont accueillir ces concours. Et pour qu'à terme, on couvre tous les chefs-lieux des régions. Le ministre Pascal Kwaku Abinan met en garde Anaker et autres vendeurs de concours. Nous avons mis un système en place. Personne ne peut les faire réussir à un concours si ce n'est pas eux-mêmes. Il faudrait qu'ils mettent fin à cela et conseiller à leurs enfants, leurs candidats, de travailler comme il le faut. Création d'une commission nationale de modernisation et de l'administration, révision générale du statut de la fonction publique créée en 1992, autant de réformes engagées par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. La question de la trêve sociale entre gouvernement et syndicats était également au menu de la rencontre. À ce sujet, un arrêté a été signé par le Premier ministre pour la mise en place d'un comité de négociation. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, intéressons-nous au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Il a effectué sa rentrée scolaire 2017. On en sait plus avec Issaïou. Rentrée solennelle 2017 au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Le CAMPC, une institution inter-État dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière, regroupe la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, le Togo, le Bénin et le Niger. Sa mission consiste à la formation et le perfectionnement des cadres, l'assistance, le conseil aux entreprises, la recherche et la publication. C'est de la tradition au sein du CAMPC, les rentrées solennelles, et qui ont pour premier objectif de présenter l'académie, c'est-à-dire que l'institution à tous les auditeurs qui entrent pour la première fois en leur sein, et aussi pour permettre à ces auditeurs de comprendre le chronogramme des activités de formation. Cette rentrée concerne surtout les formations diplômantes. Alors les formations diplômantes, ce sont des formations qui sont sanctionnées par des diplômes, et donc une bonne partie est reconnue par le CAMES. L'objectif, c'est de répondre aux besoins des administrations et des entreprises en matière de renforcement des capacités. Pour cette rentrée académique, 9 programmes de formation diplômante allant du Bac plus 3 au Bac plus 5 seront offerts en cours du jour qu'en cours du soir aux cadres en activité. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs participants. Nous espérons après ça avoir un diplôme qui nous permettra de pouvoir améliorer
nos conditions professionnelles. Venir au camp PC, c'est vouloir se hisser vis-à-vis d'une compétence hors pair. Créé en 1970 et opérationnel depuis 1975, le camp PC a formé plus de 22 000 cadres africains en provenance d'une vingtaine de pays. L'institution jouit d'une grande expérience justifiée par la confiance de plus de 6 000 entreprises et organismes. Autre chose à présent, le processus de remboursement des souscripteurs d'agrobusiness a démarré avec les autorisations de virement accordées aux structures bancaires. Ce jeudi, des explications ont été données sur la vérification des noms sur le site Internet et le mode opératoire des banques. Francis Boifou. Pour qu'une banque puisse procéder à une opération comme celle-là, il faut qu'elle dispose d'un ensemble d'informations préalables. Par exemple, l'autorisation de virement sur le compte des tiers, la liste des personnes qui sont concernées, la clé USB qui lui permet de traiter rapidement et avec célérité donc cette opération, mais aussi les ordonnances même de nomination des personnes qui sont dedans. C'est quelque chose qui est fait. Constat, sur le terrain, les souscripteurs d'agrobusiness n'ont pas pu se présenter au guichet comme annoncé. L'administrateur séquestre Drissa Kone donne les raisons. Ça demande d'abord aux banques de mettre en place une organisation capable de gérer les flux humains qui se présentent. Ensuite, il faut savoir que le processus d'enregistrement pour les banques se fait pratiquement en 2 phases. La première phase, c'est d'abord même l'enrôlement de la personne pour laquelle le virement bancaire doit être fait au moment de la production de cette information-là. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines banques, dans leur organisation, ont pu rencontrer des difficultés à pouvoir gérer donc, la situation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le processus de remboursement des souscripteurs est entamé. Pour ceux qui ont des comptes bancaires, ils produisent leur relevé d'identité bancaire. Pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, ils se font ouvrir un compte bancaire dans l'établissement bancaire de leur choix et ils reviennent donc avec le relevé d'identité bancaire pour le présenter dans la banque où le paiement doit être effectif. Je demande aux souscripteurs beaucoup de patience. La patience, mais aussi le respect des indications. À commencer par le site internet www.agrobusiness.ci. L'on peut voir désormais sur ce site les taux de remboursement, les montants à percevoir et les banques d'accueil. Cultivé à petite échelle dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'oignon est désormais cultivé dans la région du Hambol, une initiative du chef de canton de Katiola pour promouvoir la culture de légumes. L'eau est indispensable à la culture de l'oignon, mais elle manque pour une bonne récolte. Conséquence, l'oignon cultivé sur une superficie de 1,5 hectare est en train de sécher, obligeant la récolte précoce de la production. Soro Corona. Touré Kolo, fonctionnaire à la retraite, a choisi la culture de l'oignon pour s'installer à Katiola, son village natal. Cette superficie de 1,5 hectare est le premier champ d'oignons dans la région du Hambol. J'ai mal de savoir que nous importons 95% de l'oignon que nous consommons et que cela coûte 47 milliards de nos francs à la Côte d'Ivoire. Je préfère que cet argent soit payé à des paysans ivoiriens. Cette volonté de promouvoir la culture de l'oignon à Katiola est confrontée à une réalité d'eau. La seule source d'approvisionnement en eau, Atari. Conséquence, le promoteur de champs est obligé de faire une récolte précoce. La culture de l'oignon reste encore timide en Côte d'Ivoire. Pour promouvoir la culture de ce légume, depuis 2014, l'interprofession oignon a vu le jour. Le rôle de l'interprofession, c'est d'accompagner tous ceux qui veulent s'intéresser à la culture de l'oignon. L'eau est tellement indispensable que nous devons mettre l'accent sur l'aménagement des retenues d'eau qui existent pour que l'eau ne puisse pas manquer dans la conduite de la culture. Avec une production annuelle estimée à 7500 tonnes, la Côte d'Ivoire reste donc l'un des plus petits pays producteurs d'oignons de la sous-région, malgré un potentiel de production important dont il dispose aussi bien en zone de savane qu'en zone forestière. L'oignon est le 3e produit alimentaire le plus importé
par la Côte d'Ivoire en termes de quantité après le riz et le blé. Rendons-nous au Salon international du tourisme de Berlin. Le chocolat ivoirien est très apprécié, ainsi que le masque Zaouli, qui a fait des démonstrations de pas de danse bien enlevées. Delphine Glas est notre envoyée spéciale à Berlin. Journée de dégustation. Au stand de la Côte d'Ivoire, tout un rang pour découvrir les mets ivoiriens. Au menu, aloko, choukouya, poulet braisé. Les visiteurs en raffolent. Et quand le goût monte, l'allemand parle le malinké. La Côte d'Ivoire a Kanyikosebe. Aloko, Akadide. Avant les plats, dégustation de liqueurs d'ananas, de gingembre au citron, de cacao. C'est incomparable. J'aime la Côte d'Ivoire. Samedi, journée dédiée au grand public. Chaque pays a 15 minutes pour présenter ses richesses culturelles. Rwanda, Ouganda, Ghana, puis place à la Côte d'Ivoire. Pour Côte d'Ivoire Tourisme, pour mieux vendre un produit, il faut le consommer. Les germes du tourisme vrai sont là. Après la prestation de la troupe Ramadia, remise de billets d'avion à la gagnante allemande, du jeu concours pour une visite d'une semaine en Côte d'Ivoire. Le pays a marqué l'esprit des Allemands qui ont désormais un seul vœu, découvrir la Côte d'Ivoire, ses belles infrastructures, ses danses culturelles, ses parcs. Le rideau se ferme ainsi sur ITB Berlin 2017. Prochain rendez-vous 2018. À l'étranger, le Cameroun a annoncé avoir libéré plus de 5000 civils des mains du groupe armé Boko Haram lors d'une opération militaire transfrontalière. Une soixantaine de terroristes auraient été tués. Les forces de défense et de sécurité camerounaises ont mené du 27 février au 7 mars une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigériane et en territoire nigérien. Les otages libérés, en majorité des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge, ont été conduits au camp des déplacés de Banki en territoire nigérien via le Cameroun. Plus de 6 ans après la révolution libyenne, ce pays est toujours en quête de normalisation. Les batailles entre milices, la guerre pour le contrôle des puits de pétrole et les rivalités interrégionales planent sur le processus de retour à l'ordre institutionnel normal. Sylvie Touré. 6 années se sont écoulées depuis le déclenchement de la révolution libyenne de février 2011 à aujourd'hui. Et les mots pour décrire la situation sont plus qu'alarmants. No Man's Land, hub du terrorisme, nouvel enfer sur terre, en un mot, le pays est en plein dans le chaos. Guerre des milices pour le contrôle des territoires, bataille pour le contrôle des puits de pétrole, mais au fond, les rivalités interrégionales font rage. La répartition des richesses nationales ne s'est pas faite de façon équitable entre les régions. Et la longévité politique du colonel Kadhafi, qui est originaire également de la région de Sirte, qui appartient à la Tripolitaine, a bénéficié largement de cette richesse, notamment due aux retombées du pétrole. Et les autres régions estiment tout simplement que le changement de régime devrait leur être favorable. Les différends pour parler de paix semblent ne tenir que le temps de leur négociation et les accords n'engager que leurs signataires. Quant à la solution Haftar, elle tarde à porter ses fruits. Pour ses détracteurs, l'ex-chef de corps de Kadhafi, qui a rejoint la révolution en 2011, jouit d'un déficit de légitimité. Son avènement à la tête de l'armée nationale libyenne a, selon eux, contribué à réduire davantage les lignes. Ils lancent des offensives, mais ces offensives ne permettent pas d'obtenir des résultats. Parce que ces offensives ont permis tout simplement le rapprochement entre les islamistes, de sorte à ce que des mouvements tels que Ansar al-Sharia ne reconnaissent plus le processus électoral.
Ils sont plutôt favorables à un mode de désignation qui, selon eux, relève également de la charia, ce qu'on appelle la shura, c'est-à-dire que la désignation des différents chefs à partir d'un conseil des sages et d'anciens. Le désordre libyen, voilà un terreau fertile pour le terrorisme. Commerce d'armes et autres trafics divers, tout y passe. Le casse-tête libyen est devenu bien embarrassant pour l'ONU qui avait ordonné l'intervention de l'OTAN, soldée par le renversement puis l'assassinat de Muammar Kadhafi en décembre 2011. La résolution des Nations Unies, la résolution 1973, qui a donné autorisation à l'OTAN d'intervenir en Libye, prévoyait tout simplement une intervention limitée qui était destinée à protéger les civils. Donc il n'était pas question d'un quelconque changement de régime. Et cette clarification devrait être faite et l'exemple libyen devrait nous instruire de sorte à ce que les interventions des puissances étrangères soient prises avec beaucoup de recul, de manière à ce que nous évitions des catastrophes comme c'est le cas pour la Libye. Terrorisme, guerre des clans, guerre du pétrole, rivalité communautaire, mais pas que. La Libye est devenue un passage privilégié pour les migrants clandestins, un autre business qui fait beaucoup de morts également. Comment sortir du bourbier libyen? 6 années après, la question reste complexe. La Libye a rejoint le cercle des pays, là où coule le pétrole, les larmes et le sang. En France, le gouvernement a déclenché le plan alerte attentat après une fusillade survenue dans un établissement scolaire du sud du pays ce jeudi. 8 personnes, dont le proviseur de l'établissement, ont légèrement été blessées. Un élève du lycée, un jeune garçon de 17 ans lourdement armé, a été interpellé. Michel Digri. J'ai entendu 4 coups de feu, du coup ça a été la panique totale. On a commencé à courir. Il était lourdement armé, un fusil, 2 armes de poing, 2 grenades. Tel serait l'arsenal retrouvé sur l'élève interpellé après la fusillade survenue à Grasse dans un lycée au sud de la France. Selon les premiers éléments de l'enquête, 8 personnes ont été blessées, dont le proviseur. Le suspect arrêté aurait en fait agi seul. Ce même jeudi, un colis piégé a explosé au siège du Fonds monétaire international à Paris, blessant une assistante de direction qui souffre de quelques éclats au visage et d'un blast au tympan. Il semblerait que ce soit un engin pyrotechnique ou un gros pétard. La vie de la secrétaire est hors de danger. François Hollande a qualifié les faits d'attentat et y voit le signe que la France est toujours visée par les terroristes, refusant ainsi toute levée de l'état d'urgence avant le 15 juillet prochain. Une nouvelle ère s'est ouverte à la CAF. Le Camerounais Issa Hayatou n'est plus président de la Confédération africaine de football. À la tête du football africain depuis 29 ans, il a cédé sa place au Malgache Ahmad Ahmad. Ce dernier a recueilli 34 voix contre 20 pour Issa Hayatou. Stupeur, joie, surprise et même tremblement pour certains. Le football africain est entré ce jeudi dans une nouvelle ère avec l'élection du Malgache Ahmad Ahmad à la tête de la CAF. Âgé de 54 ans, celui qui préside toujours la fédération de son pays a été élu à Addis Abeba en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, président de la CAF pour le cycle 2017-2021. 6e président de l'histoire sexagénaire de la CAF, Ahmad Ahmad succède au Camerounais Issa Hayatou, 70 ans, qu'il a battu par 34 voix contre 20. C'est la fin d'une époque pour l'institution africaine qui avait porté Hayatou à sa tête pour la première fois le 10 mars 1988 au Maroc. Président intérimaire de la FIFA entre décembre 2015 et février 2016, après le départ de Sepp Blatter, Hayatou ne s'attendait certainement pas à être battu de la sorte par celui qui fut aussi ministre du gouvernement malgache et qui est actuellement sénateur dans son pays. J'avais toujours dit que beaucoup de présidents de fédération ont changé, se rajeunissent. Ça nécessite automatiquement un besoin au sein de la Confédération d'un changement de leadership aussi. C'est tout à fait normal. Je crois qu'il n'y a rien d'étonnant sur ce côté-là. Ahmad Ahmad, qui expliquait avoir placé sa candidature sous le signe de la transparence et qui disposait des voix de la COSAFA, le bloc des fédérations d'Afrique australe, a mis en avant dans son programme quelques idées fortes qu'il s'agira désormais de mettre en musique. Ce sont l'intégration complète des fédérations dans la stratégie globale de la CAF, une transparence totale dans les mouvements financiers et les transactions commerciales, une place accrue pour les présidents des fédérations et pour les anciens du football africain,
Ahmad Ahmad a également souhaité ouvrir un débat sur la CAN et sa programmation. À 57 ans, le président de la Fédération malgache de football, Ahmad Ahmad, est peu connu dans le milieu. Il s'agit du 6e président depuis la création de l'institution il y a 60 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée sur RTI 1.